Salut à tous les amis, bonjour à tous, de bon matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis étonné, nous sommes 1147, nous sommes dimanche matin, il est 8h24 et je tenais à dédicacer ce live, et j'aimerais qu'on le fasse tous ensemble, à Marlène Schiappa, qui si elle a tenu ses engagements du dernier épisode, est actuellement debout pour coller les affiches, faire le café, et plein d'autres choses probablement très utiles à la France. Donc grosse pensée pour la grosse Marlène. J'espère que vous aurez un petit peu tous de solidarité pour elle. Bon bah voilà, je l'avoue, Amnouri. Si je me lève aussitôt, c'est bien évidemment parce que je ne suis pas seul à me lever et que je me suis levé ce matin avec Marlène et que Marlène est partie coller ses affiches. C'est elle qui m'a fait ce café, hein. Elle le fait vraiment très bien. C'est vrai que je comprends un peu pourquoi elle est au gouvernement. Et puis après, bah, moi je me suis levé automatiquement, naturellement. C'est normal. C'est vraiment, on est un couple jeune et dynamique. J'ai une très grosse annonce à vous faire. On va probablement vraiment step up. Puisqu'on va très probablement bientôt devenir un média, puisque je compte racheter le journal du dimanche à Lagardère. Avec votre aide, bien évidemment, puisque j'ai vu passer ça. Lagardère s'apprête à vendre le journal du dimanche au plus offrant. Après la présidentielle, ils n'auront qu'une valeur résiduelle, cite un proche du dossier. Donc là, c'est absolument génial ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Lagardère avoue, noir sur blanc, que le journal du dimanche n'est en fait qu'un gigantesque journal de propagande d'État, fait pour mettre en avant la vie privée de la Macronie, et que donc, après la prochaine présidentielle, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de République en marche, donc ce journal ne sert à rien. Donc Lagardère, eh bien, vend son journal de propagande au plus offrant. Donc faut voir combien on peut lever sur un financement participatif aussi, hein. Il y a les locaux, il vend les locaux le mec, il vend les ordinateurs, il vend les micros, il vend les caméras. Alors est-ce qu'il vend les journalistes avec ou pas? Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Moi si j'ai ma cohorte de chômeurs là après à travailler, ah moi j'y vais, hein. Moi je les prends les journalistes, je les prends. On se démerde. C'est quoi? C'est 35 balles la pige en journaliste du JDD probablement. Donc un peu de viande fraîche comme ça, tu lui jettes, comme ça le mec il peut se nourrir. Mais il y a peut-être un truc à faire, hein. Il y a peut-être un truc à faire, donc si vous êtes chaud, 10 balles. Voilà, 10 balles. 10 balles, la démolition va coûter cher. Tu files 15 balles, on rachète le journal du dimanche. Jojo El Loco, merci pour ton don. Est-ce que tu parierais sur un duel Macron versus un indépendant Zemmour-Bigard? Non, je pense pas qu'un indépendant puisse monter au second tour. Je pense par contre qu'un indépendant peut enlever les points qui manquent à la Macronie. Mais peut indépendamment enlever les points aussi qui restent... peut enlever des points au Rassemblement National. Après, je suis assez curieux quand tu me dis est-ce que tu parierais sur un duel Macron versus un indépendant que tu mettes Zemmour dedans. Je ne vois pas Éric Zemmour, si d'aventure il allait à la présidentielle, le faire sans étiquette. Non, il sera LR. Il sera LR. Il va tranquillement dire à Xavier Bertrand de retourner faire les cafés et il va prendre sa place. Et c'est d'ailleurs la meilleure tactique politique que pourrait avoir Zemmour, puisqu'il a davantage de chances d'être élu en tant que leader des Républicains que en tant que leader du Rassemblement National. Déjà parce qu'il vient de la droite classique conservatrice, certes, mais plus que du Rassemblement National. Et deuxièmement, parce que tactiquement, encore une fois, je pense que ce serait mieux. Mais quand tu dis un indépendant, je pense que c'est plutôt un non-professionnel de la politique. Bigard serait un indépendant, pas Zemmour. Moi, je vois pas Zemmour se présenter hors parti. Après, pour que Zemmour se présente, il faudrait déjà qu'il ait pu ses affaires de viol au cul, hein. Parce que là, donc, Juan Branco et Éric Zemmour ont donc été, à 24 heures d'intervalle, coup sur coup, accusés de viol. Alors, concernant Juan Branco, j'ai pas mal de mal à y croire, bien sûr. Je suis pas dans la chambre à coucher des gens, donc encore une fois, on est uniquement dans la croyance et dans le ressenti personnel. J'ai trouvé sa justification assez touchante,
assez touchantes. Je n'oublie pas que c'est un baveux, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier consiste à mentir, mais je l'ai trouvé assez touchant et je ne lui vois pas un profil de prédateur sexuel. Je vois quand même une volonté jusque dans le ridicule d'aller le salir. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés... Vous savez, le dernier grand truc, c'est qu'ils auraient consommé de la drogue avec la nana. Ils ont pris des cachets de la maline, c'est-à-dire du Codoliprane. Il faut aussi d'ailleurs aller voir le pétage de plomb de Cyril Hanouna quand Juan Branco sur son plateau dit arrêtez, au bout d'un moment on a pris 2 cachettes de Liprane, vous allez pas me donner des leçons, je veux dire, venant du milieu médiatique, personne va me donner des leçons, vous voulez qu'on parle de la coke dans les médias? Et là Hanouna se met à péter un plomb et à le tutoyer en disant qu'est-ce que t'es en train de dire? Que je prends de la coke, c'est ça? Que je prends de la coke, c'est ça que t'es en train de dire? Personne prend de la coke, personne prend de la coke. Alors, et je voulais vous demander, je voulais vous demander quand vous... Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité. Vous comprenez pas quoi? De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision? C'était très bizarre la façon dont ça l'a personnellement atteint dans son affect. Si jamais la version de Juan Branco est fausse, bon bah elle est fausse. Si la version de Juan Branco est vraie, ben, c'est peut-être que nous entrons dans l'ère de la contractualisation des rapports sexuels, comme le font déjà les pays nordiques du progrès, dans laquelle eh ben, il faudra, comme dans certains pays du Nord, signer des contrats préalables à un rapport sexuel en 3 uniformes, peut-être appeler un notaire, peut-être. Allô? Ah ouais, monsieur Fougas? Oui, il est 2h du matin, là, je suis avec une petite, là. Je voudrais savoir si j'ai... Ah, merde, il dort. Bon, bah, désolé, alors, hein. Bah, peut-être demain matin. Ah non, je vais pas prendre de risque. Je vais pas... Peut-être qu'on va en arriver là, à la contractualisation, à la mort absolue de l'instantané et de la pulsion. Peut-être. Et puis, concernant Zemmour, alors là, on est peut-être effectivement sur un profil personnel peut-être plus compatible avec ce genre de comportement. Je ne sais pas. Alors, moi, visiblement, de ce qu'a dit la première plaignante, en l'occurrence de, si vous voulez, quand je regarde le témoignage de la première plaignante à l'encontre d'Éric Zemmour, j'ai quand même un doute, parce qu'elle dit, dans un témoignage publié le 24 avril sur son compte Facebook, Gaël L'Enfant, élu d'opposition à Aix-en-Provence, accuse le polémiste Éric Zemmour d'une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés en 2004 ou 2006 lors d'une université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. C'est du bidon. C'est du bidon. C'est Éric Zemmour au Parti Socialiste. Ce sera bien la première fois quand même. Ce serait pas de bol. Ce serait vraiment pas de bol. Non, je plaisante. Bien évidemment, je suis au courant. C'est un chroniqueur politique dont le but consiste à interviewer des personnes de bord politique qui ne sont pas les siens, surtout à l'époque. Donc, c'était une blague. Voilà. Par contre, du coup, bah voilà, Éric, avec une affaire de viol au cul, tu es très très mal parti pour les présidentielles. Par contre, si les faits de viol sont avérés, il devient totalement légitime pour être ministre de l'Intérieur. Là, la différence avec Darmanin, ça me nuise de plus en plus. Là, c'est vrai qu'il prend des points. Donc peut-être, effectivement, c'est le début d'une grande carrière de ministre de l'Intérieur pour Éric Zemmour. Et puisqu'on en est d'ailleurs à parler de Darmanin, alors lui aussi a décidé de passer la seconde. Coup sur coup, les 2 grandes nouvelles lois, les copains, parce qu'on va peut-être racheter le JDD, mais on n'aura peut-être plus grand-chose qu'on aura le droit de dire dedans. Donc la semaine dernière... C'est officiel, le Conseil d'État a autorisé la conservation généralisée des données de connexion en dehors des situations exceptionnelles d'état d'urgence sécuritaire, contrairement à ce qu'exigeait la Cour de justice de l'UE. Donc ça y est, hein, voilà, bien évidemment c'était le cas depuis longtemps, mais c'est officiellement acté. Et ce mercredi, eh bien, le gouvernement a déposé un projet de loi antiterroriste qui concerne notamment la surveillance en ligne, et le gouvernement pourra bientôt, bien évidemment par le biais d'algorithmes, puisque Marlène Schiappa a autre chose à foutre, pourront eh bien, passer au crible de façon légale l'intégralité des adresses URL des sites web consultés par les Français. Donc là, va falloir y aller mollo sur le fapping, les copains, surtout pour ceux qui aiment bien les catégories bizarres. Voilà, ça y est, au nom de la lutte contre 2 points remplis, mais ce que tu veux, pangolin, terrorisme, enfin bon, en l'occurrence là, terrorisme, mais c'est quand même pas possible d'aller insulter les terroristes à ce point-là. Vous pensez que les mecs savent pas utiliser un VPN? Bien évidemment qu'ils savent que les terroristes utilisent des VPN, mais ils prennent bien évidemment pour les cons. Les gens pour des cons. Pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Ça veut dire que je vais enfin pouvoir faire des placements produits pour NordVPN et faire passer ça pour un acte de dissidence. Bien évidemment que non, je vais pas le faire, je déconne. Il faut tendre vers du Francis Cousin. Pourquoi pas? Le jour où j'arriverai à comprendre ce qu'il raconte. Alors tu sais que ça c'est une vidéo que je voulais faire, que je voulais intituler Francis Cousin nous prend-il pour des cons? Et je voudrais faire ça avec un gauchiste. Le problème, c'est que, bon, Danny Caligula, il est marrant, mais il se fout de ta gueule une phrase sur deux, en fait, quand il te parle. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais énormément faire ça, peut-être, pour le coup, avec, justement, Cali et Daemon, qui sont deux youtubeurs de gauche tolérants et ouverts, surtout Daemon. Et j'aimerais qu'on réponde, moi avec un point de vue que eux qualifieront de droite, et puis eux avec leur point de vue de gauche, où il va falloir répondre à un moment définitivement à cette question. Est-ce que Francis Cousin a pris un générateur aléatoire de mots et se fout de notre gueule depuis 15 ans? Ou est-ce que, factuellement, ça veut dire quelque chose? Parce que j'ai vu des phrases chez Francis Cousin qui, au bout d'un moment, il y a trop d'adjectifs, il y a trop de virgules, il y a un problème. Je fais la critique de l'automouvement réifié, de la radicalité stellaire, du temps subversif incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie. Ce n'est pas Sylvain Durif. C'est un penseur dégueule, théoriquement. Oui, les parcs ouverts le 19 mai, mais pas les attractions, un avis. Écoute, c'est complètement con, voilà. Mais c'est très drôle, parce que nous, on est allé à Disney avec ma femme il y a 1 an, et pour les mêmes raisons sanitaires, les attractions étaient ouvertes, mais pas tout le reste. Pas de parade, pas de Mickey, pas de personnages, 4 stands sur 5 de bouffe de fermés, mais par contre, les attractions étaient ouvertes. Il y a un moment, il faut savoir, quoi. Mais c'est peut-être parce que c'est pas le même coronavirus, c'est peut-être parce que maintenant c'est le variant indien, j'en sais rien, peut-être. D'ailleurs, les médias en font énormément en ce moment sur le variant indien. Hein. L'Inde, l'aide internationale commence à arriver. Les derniers chiffres qui nous parviennent ce matin sont effroyables. Le nombre de morts vient de dépasser les 200 000 avec plus de 3 000 décès ces dernières 24 heures. Effroyable, c'est effroyable, c'est vraiment le mot à la mode. Il y a 200 000 morts en Inde pour une population d'1 milliard d'habitants, c'est effroyable. Mais alors du coup, c'est quoi 100 000 morts pour une population de 65 millions d'habitants en France? Parce que ce sont les chiffres officiels, dans les deux cas d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça, allez-y mollo sur le côté sensationnel. Sinon, ça devient très difficile, 20 minutes plus tard, de défendre la politique sanitaire du gouvernement. C'est pour ça qu'il y a un problème, quoi. Après, la bonne nouvelle, c'est que Macron a quand même compris cette semaine, et ça, c'est vraiment le génie des intuitions métaphysiques de notre leader suprême, pourquoi la crise du coronavirus, la crise sanitaire avait été aussi mal gérée. Alors, c'est un problème de modèle industriel. Patriotes au petit pied qui vous disent il faut faire des usines en France, mais qui vous expliquent que les gens qui réussissent à faire des usines, votre patron de Xenotera, il n'existe plus avec l'ESF, parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Et vous voyez que tout se tient. Et cette crise, elle révèle quoi? Qu'on aurait simplement dû faire 10 ou 15 ans plus tôt ce que nous avons fait. Donc du coup, au nom de toute la rédaction de Je suis pas content, je souhaite sincèrement un bon rétablissement et beaucoup de courage dans la lutte contre la maladie à Emmanuel Macron. Ah non, je suis désolé, je tape sur les politiques, parfois en dessous de la ceinture, je l'assume de désigner des boucs émissaires, contrairement à d'autres, mais je suis désolé, on tire pas sur une ambulance. On tire pas sur une ambulance, parce que le mec a 43 ans est quand même atteint d'une maladie grave, et je pense que voilà, on peut avoir un peu de décence pour ça. Bah si, parce que là c'est de l'Alzheimer les copains. Le mec a visiblement oublié qu'il avait été ministre de l'économie sous François Hollande. Donc là, 43 ans, Alzheimer précoce, non, moi je suis désolé, solidarité. Voilà, no passaran. Ça n'a rien à voir, mais no passaran quand même. C'est quand même fou pour un parti En Marche d'avoir systématiquement un train de retard sur l'histoire quand même. Hein. Parce que là, tu mets bout à bout les discours de Biden et de Macron. Il est en train de nous faire passer l'oncle Sam pour de dangereux trotskistes, hein, en ce moment, quand tu le vois là, avec ses délires sur les premiers de cordée là. But it's time for corporate America. And the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société, parce qu'ils ont des talents. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. I think you should be able to become a billionaire and a millionaire, but pay your fair share. Nous n'arriverons pas, si nous ne sortons pas de cette jalousie où on n'aime pas la réussite, n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. You hear someone say they don't want to raise taxes on the wealthiest 1% or corporate America. Ask them,
whose taxes you want to raise. Instead, who's are going to cut? And the IRS is going to crack down on millionaires and billionaires who cheat on their taxes. Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Mais il faut toujours des premiers de cordée. Une société qui n'a pas ses premiers de cordée, qui n'a pas des gens qui arrivent à ouvrir la voie, ne monte pas la paroi. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out. C'est sa nouvelle passion, ça doit être l'alpinisme, probablement. À chaque fois, il a des nouvelles passions et il nous sort des lexiques. Tu vois, voilà, il a dû lire un bouquin sur Saint-Jacques-de-Compostelle, il voulait prendre son bâton de pèlerin. Après, bon, il est parti en vacances, il a fait de l'alpinisme, donc il parle des premiers de cordée. Il y a un vrai truc en ce moment, mais ils sont en panique, ils sont obligés de trouver le langage qu'il faudra, parce que oui, c'est effectivement la grosse bérésina à LREM en ce moment. Tous les adhérents se sont barrés, c'est encore plus vrai chez les jeunes. Le président des jeunes avec Macron s'est tiré. C'est absolument incroyable, mais c'est absolument compréhensible aussi, puisque je sais que beaucoup de gens sont étonnés de ça, mais il n'y a pas à être étonné. La République En Marche, ce ne sont pas les jeunes du RPR, ce ne sont pas les jeunesses communistes, ce ne sont pas les jeunesses socialistes, ce ne sont pas une formation politique qui a pour le but de fournir un cadre idéologique et militant à des générations de jeunes d'un ou d'une grande tradition politique de l'histoire sur plusieurs dizaines ou cinquantaines d'années. Ce n'est absolument pas ça. La République En Marche, c'est une opération de com qui consiste à afficher des jeunes avec des drapeaux et des casquettes ridicules. Voilà, donc ils n'ont aucune raison d'exister au-delà de ça. Là où par contre le président des jeunes avec Macron te prend pour un con, c'est quand il te dit « je quitte la République En Marche », et sous-entendu, les gens qui me suivent dans ce départ aussi, parce qu'il n'y a pas de ligne politique affirmée à la République En Marche. C'est faux. Si les gens se barrent de la République En Marche, c'est majoritairement parce qu'il y a une ligne politique affirmée. C'est tout simplement parce que Macron est de droite. Et que Macron, qui s'est fait élire sur le « en même temps », on a bien vu que c'était du bidon. Macron est de droite. Et ne me parlez pas du progressisme, qui est compatible avec tout. Et surtout que Macron n'est pas un progressiste, et ce n'est pas non plus un libéral, c'est un étatiste, très conservateur du reste. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Qu'a-t-il fait pour les personnes en situation de racisation? Je ne dis pas racisé, je déteste ce terme. Que fait-il pour les personnes discriminées? Que dalle. Donc, c'est un étatiste ultra-conservateur. C'est plutôt un ultra-étatiste conservateur, qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Macron conservateur, ah oui, pour moi c'est un conservateur, Macron. On n'a pas eu une figure monarchique comme ça en France depuis la monarchie. Il met De Gaulle en PLS, sur le non-respect des manifestants, sur l'autoritarisme, il met De Gaulle en PLS. C'est pas possible. Excuse-moi, il est le plus grand des conservateurs, c'est un monarque, ce mec. Après, je peux comprendre que dans le fond, vous soyez pas d'accord avec ce que je dis. Mais déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur la notion de libéralisme. La notion de libéralisme, déjà, elle change d'un pays à l'autre. Être libéral aux États-Unis, c'est être progressiste. Être libéral en Chine, c'est être opposé au pouvoir central chinois, du parti unique. Être libéral en Amérique latine, c'est être opposé au bolivarisme. Donc, être libéral, ça peut en effet signifier plein de choses. Et à aucun niveau, Macron n'est, encore une fois, un libéral. Sur le plan institutionnel, c'est pas un libéral. C'est un présidentialiste puissance 1000. Le mec est un amoureux de l'autoritarisme spécifique à la 5e République française. Ainsi d'ailleurs qu'à tous les privilèges de notre République. Par exemple, la question des hauts fonctionnaires, qui sont quand même, excusez-moi, censés montrer l'exemple. Est-ce que Macron a abordé la question? Non. Voilà des gens, les hauts fonctionnaires, qui seraient normalement censés montrer l'exemple et qui peuvent passer 20 piges dans le privé à couler des boîtes, les unes après les autres, et puis finir tranquillement à l'inspection générale des finances, on n'a rien vu, et après à toucher des retraites pas possibles. Dans un pays libéral, ce genre de choses n'est pas possible.
Et pour les fonctionnaires d'en bas, ceux qui ne sont rien, comme dirait ce trou du cul, c'est exactement pareil. Alors c'est bien beau de nous dire, on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Le truc, il fallait surtout pas faire, parce que c'est dégueulasse et tout ce que tu veux. Mais est-ce que par contre, il a posé les questions de fond? Il les a pas posées. La question du nombre, de la limitation du nombre de ministères, elle n'a pas été posée. Ah, il y a à bouffer pour tous ses copains, t'inquiète pas. Des secrétariats d'État qui nous inventent à des postes, à des dénominations qui ne veulent absolument rien dire. Est-ce qu'il a posé la question de la redondance des commissions? Certainement pas, on en crée une toutes les semaines pour placer les potes de Darmanin, de Schiappa et compagnie, qui pondent des rapports qui ne sont même pas lus. Les fameux, El Famoso comité de pilotage, là, ça aussi, il a rien fait Macron là-dessus, il a même accéléré la cadence. Sur le plan des libertés individuelles, parce que c'est ce qu'il y a de plus fondamental, Macron est tout sauf un libéral. Enfin, le mec a augmenté et a accéléré la répression contre les consommateurs de cannabis. Les exemples sont tellement nombreux. Macron a fait rentrer la loi antiterroriste dans le droit commun. Macron a étendu les pouvoirs de contrôle et de censure, faut dire les choses comme elles sont, du CSA à Internet. Et notamment avec des prérogatives concernant la pornographie. Le mec, il y a un organe qui décide ce qui est bien et pas bien dans la pornographie. On va dire qu'il est libéral, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et sur le plan économique, puisque, allez, admettons qu'on rentre dans votre paradigme selon lequel on ne peut pas, visiblement, il n'y a que des lecteurs de Michéa, être libéral sur le plan des idées sans être libéral sur le plan de l'économie, ben là aussi il ne l'est pas. Et il y a un rapport de l'OCDE qui est du 5 décembre 2020 et qui explique clairement que la France n'est pas un pays libéral et que Macron a tout fait pour ne pas faire de la France un pays libéral. Je rappelle que la France d'Emmanuel Macron est aujourd'hui en tête de la pression fiscale exercée sur les gens de tous les pays développés. On est le pays où il y a le plus de taxation et le plus de pression fiscale au monde, enfin au monde non, mais de tous les pays développés de l'OCDE. Et je parle des individus comme des revenus du capital, dont je suis pour la taxation. Mais Macron, lui, visiblement, n'a pas l'intention de remettre ça en question. Oui, d'un point de vue d'un capitaliste, la France est un pays extrêmement taxé. Les revenus du capital sont extrêmement taxés. Je trouve que c'est bien. Mais normalement, si Macron était, comme vous le sous-entendez, donc un libéral économique, ce ne serait pas le cas. Et je ne te parlerai même pas du fait que la France, et on l'a vu, pendant l'épidémie de coronavirus, comment les gens les plus riches de ce pays se sont considérablement enrichis. Non, encore une fois, il n'y a pas de mentalité de réussite individuelle dans le paradigme macronien. Et là, beau nous parler de ces histoires de premier de cordée, de facto, l'entretien des privilèges de classe est extrêmement présent dans ce pays. Donc voilà, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Tu peux pas te dire libéral quand tu dis il faut mettre des caméras de surveillance à chaque coin de rue, il faut créer des organes de surveillance des propos sur les réseaux sociaux, créer des comités anti-fake news et arrêter de prendre les gens pour des cons. Tu n'es pas un libéral, Macron. Donc non, encore une fois. Et si les gens se barrent encore une fois, c'est parce qu'il est de droite. Il s'est fait élire sur le « je suis pour l'Europe, mais je ne suis pas européiste. Je suis pour le progrès, mais aussi pour la tradition. Je suis pour l'économie de marché, mais je suis contre la jungle économique. » Il s'est fait élire sur le tout en même temps. Donc là, au bout d'un moment, les gens ont vu que c'était une arnaque. Les gens qui se barrent, ce sont les gens de gauche. Il y a un mec... Il y a un mec, par contre, qui se barre de LREM parce qu'il juge que Macron n'est pas assez progressiste. Mais c'est Aurélien Taché. Après, voilà, Aurélien Taché, bon, c'est un niveau, si tu veux, de progrès. Là, on est sur quelque chose qui n'a plus de sens. Après, c'est autre chose. Donc Aurélien Taché, acharné défenseur d'Emmanuel Macron, mais qui s'est barré pour monter son propre courant de gauche dans une sensibilité, comment te dire, assis-toi, hein. Pour Aurélien Taché, Benoît Hamon est d'extrême droite. Trop nationaliste, trop attaché à la France. Voilà, je t'avais prévenu. Hein. Là, on a toute une série de mesures qui sont assez étonnantes. On a des choses qui vont de la polygamie, par exemple. Alors, c'est assez étonnant que l'État se mêle de ce genre de choses. Et on sait que la société française est plurielle, diverse. Enfin, je veux dire, on va maintenant aller regarder combien il y a de personnes sous la couette chez les gens. C'est ça les lois qu'on va faire voter au Parlement. Tout ça est très surprenant. Il y a une volonté d'affichage politique qui vont aux invités en plateau parce que vos propos sur la polygamie ont fait bondir notamment Éric Chal.
Oui, non, qu'on puisse discuter, débattre de certains sujets, bien entendu, mais quand vous semblez sous-entendre que certaines dispositions n'auraient rien à faire dans ce texte parce que ça relève de la liberté de conscience, comme la polygamie ou les certificats de virginité, enfin franchement c'est indécent ce que vous dites. Non, mais c'est pas du tout indécent, monsieur. Faut regarder. Si, c'est pas à l'État d'aller voir si les gens vivent à 2, à 3 ou autres. Vous savez, en dehors de la question de la religion, il y a des gens qui ont des modes de vie différents. Ce n'est pas à Le l'État de gérer ça. certificat de virginité, la polygamie, c'est une question de mode de vie. On est en République, monsieur Taché. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en République. Expliquez votre phrase un petit peu. Et voilà, et vu que l'autre est un mauvais en face, il lui sort le coup de la République. Donc qu'est-ce que ça veut dire être en République? Et là, Taché, il a raison, il va l'exploser. Parce que le problème, c'est que face à ces débiles, il y a des mecs encore plus cons. Parce qu'on est en République. D'accord, République, c'est un régime où il y a des représentants, fin de la définition. Il y a des républiques, laquelle? Communistes, chinoises, islamiques, françaises, anglaises, américaines, laquelle de république? C'est même pas la même façon de... On n'appelle même pas le chef de l'État pareil. Donc c'est pour te dire... C'est laquelle? République impériale? Laquelle? Et bien sûr qu'il va le baiser. Mais il y a aussi des gens qui le soutiennent, Macron, à l'image d'Olivier Dussopt, qui est, et on applaudit Olivier Dussopt, qui est la première personnalité politique à, voilà, officiellement, publiquement, se foutre devant un micro et dire « Je milite à partir d'aujourd'hui pour la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, car Emmanuel Macron est ce qui est arrivé à mieux à la France depuis Vercingétorix, en gros, quoi. » Il y a, depuis maintenant plusieurs quinquennats, plutôt une coalition des contre qu'une coalition des pour, dans les études d'opinion et dans les sondages. Moi, ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron est un chef de l'État qui tient la barre et qui la tient ferme. Il la tient ferme, il a un cap. Ce cap nous montre aussi la sortie du tunnel sur la question épidémique. C'est un président en action et je souhaite que demain, ce soit un candidat victorieux. Et je ferai tout ce que je peux pour garantir à Emmanuel Macron une réélection, parce que je suis convaincu qu'un deuxième quinquennat est utile, que le projet politique qu'il a porté en 2017 fait du dépassement des clivages, fait d'une conquête d'émancipation, d'une conquête de liberté et d'une restauration, d'une reconstruction de la France et de son industrie. C'est un projet à 10 ans et pas à 5 ans. Mais ceux qui viennent de la gauche comme vous, est-ce qu'ils se sentent encore entendus par ce président? D'abord, les études d'opinion montrent qu'ils se sentent entendus et que beaucoup se reconnaissent dans l'action d'Emmanuel Macron. Et puis, vous avez rappelé que je venais de la gauche, je suis toujours de gauche et je suis très fier de participer à ce gouvernement. J'ai en tête tout ce pourquoi j'ai milité pendant 20 ans. Il le dit, je suis vraiment pour la réélection d'Emmanuel Macron, en tant qu'homme de gauche, parce qu'il le dit, il est de gauche, hein, et il est vraiment de gauche, Olivier Dussopt. Ah oui, il est de gauche, dites pas qu'il n'est pas de gauche. Il est de gauche, Olivier Dussopt. Ce qui définit qu'un homme est de gauche, moi je pense que c'est son rapport à la culture. Il adore la culture, il adore l'art, Olivier Dussopt. C'est pour ça qu'il détourne des tableaux. Il aime beaucoup ça, l'art, ça se voit. Il a même des problèmes avec ça. Dussopt, non, alors Dussopt c'est pas S-O-T, pas du tout, c'est D-U-S-S-O-P-T. Et d'ailleurs, en parlant de PT, très très bonne nouvelle cette semaine les copains, il y a une grosse jurisprudence qui est arrivée là, gros espoir révolutionnaire les copains, j'ai vu passer ce truc. Attention les copains, garantie sans fake news, il pète sur la police et plaide devant le juge en faveur de la liberté d'expression. Une défense qui a visiblement fait son petit effet, son amende a été réduite. Voilà, c'est crime scene, do not fart. Les faits remontent au 5 juin dernier. Un groupe de jeunes, j'adore cette expression, se détend dans le parc de Vienne et profite de l'arrivée de l'été. Donc on est en Autriche. Somme toute, rien d'extraordinaire jusqu'ici. Mais voilà que la police décide de procéder au contrôle d'identité du petit groupe d'amis. À partir de là, les choses vont vite se gâter. Pendant le contrôle, l'un des jeunes hommes soulève son postérieur du banc sur lequel il était assis pour lâcher un gaz intestinal le mec aime bien écrire des jolis mots, au nez et à la barbe de la police. Bien aidé par le vent, cette flatulence massive, comme il est indiqué dans le rapport, ils ont dû se marrer, est parvenue jusqu'aux forces de l'ordre. Contrairement aux amis du jeune homme, la police n'a pas du tout rigolé à la blague et lui a infligé une amende de 500 €. L'histoire ne s'arrête pas là. Devant le juge, l'homme a déclaré que son geste n'était pas intentionnel et dans le cas où il le serait, pété relève de son droit fondamental à la liberté d'expression. Voilà, hein, il aurait pu faire caca. Rapporte le média Vice US. Cette plaidoirie n'a pas vraiment convaincu le juge qui a fait savoir qu'une flatulence ne contenait pas de contenu communicatif. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à ça. Rien que pour ça, c'est épique. Étant donné que le jeune homme n'a pas de casier judiciaire, le juge a consenti à baisser son amende de 100 € au lieu de 500. Pour le coupable, cette réduction est insuffisante. Il compte faire appel de la décision devant la Cour constitutionnelle du pays. Un paix qui se transforme en combat d'une vie. Mais ce n'est pas une première.
En 2016, après avoir lâché 2 gaz intestinaux près d'une policière lors d'un contrôle à Berlin, une plainte avait été déposée et une amende de 900 € requise contre cet homme. Ah, d'accord. Donc un prout c'est 500, mais 2 prouts c'est 900. Visiblement, il y a une histoire de ristourne. C'est-à-dire que le deuxième prout est moins cher. Ils ont un pet au casque, les teutons. Je ne sais pas si vous avez regardé... Non, la réponse est non. Parce que justement, beaucoup de gens sont abonnés à ma chaîne pour éviter à avoir à s'infliger ce genre de conneries et aller directement à l'essentiel. Mais l'opération de réhabilitation médiatique de Manuel Valls, je ne sais pas si vous avez regardé les interviews de Manuel Valls, mais c'est absolument sidérant. Déjà, le nombre. Si tu prends entre mi-mars et mi-avril, il y a eu 43 apparitions médiatiques de Manuel Valls. Et je parle pas des articles, hein. Je parle même pas des articles. Qui, alors là, c'est du closer, du gala, et ça passe que par la presse people, c'est-à-dire que closer et gala, et par la presse féminine, journal des femmes, femmes actuelles, etc. C'est pas pour faire le Otto-Weininger de service, mais putain, c'est quand même bien ficelé, hein. Je n'ai pas vu, dans une seule de ces interviews, Manuel Valls être interrogé sur son bilan politique pendant le quinquennat Hollande. Tout le bilan politique de Manuel Valls est éclipsé au profit d'une sorte de storytelling affligeant sur son intimité, un storytelling intime et personnel, sur les rapports avec sa femme, les rapports avec l'Espagne, s'il aime le chorizo piquant ou doux, enfin c'est complètement hallucinant. De son bilan politique dans le gouvernement Hollande, à ses années de militantisme récent aux côtés de l'extrême droite, catalane. Les comptes de campagne épinglés par la Cour des comptes espagnole. Le mec s'est tiré quand même après avoir claqué le pognon. Il est recherché là-bas pour ça. Personne ne lui pose la moindre question là-dessus. C'est absolument dingue. Et tout à l'heure, vous me posiez une question, mon avis sur Marianne. Ben voilà, par exemple, pourquoi je ne lis pas Marianne? Même Marianne est tombée dans le panneau. J'ai un article de Marianne, je te jure, hein. Son livre est tout entier un cri d'amour pour la France. C'est devenu si rare, et d'autant plus précieux, un homme politique qui, avant tout programme, en dehors de tout programme, proclame sans se lasser son amour de la France. Nicolas Doménac. Le mérite du dernier livre de Manuel Valls, ce qui le rend particulièrement touchant, donc encore une fois registre de l'intime, c'est de ne pas trop farder ses blessures et ses élans du cœur. Il s'en faut! L'ancien Premier ministre souffre, et il l'avoue crûment, du désamour qui l'a frappé, jusqu'à prendre la figure honnie du traître. Mais c'est pas Judas, le mec! Vous vous faites enculer. Tous les médias sont en train d'essayer de faire du racisme de Manuel Valls, qui s'illustre très tôt, hein, les White, les Blancos à Évry et tout ça, une vision prophétique des problèmes de communautarisme de maintenant. Il avait tout prévu, il avait tout vécu, il avait tout senti. Et Marianne, qui joue à fond la carte de la défense stricte de la laïcité, tombe là-dedans et sont en train d'en faire son prophète. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai Ouest France là. Comme tous les hommes dont la carapace a cédé un temps, il connaît désormais la morsure des blessures assassines que la vie politique sait infliger à ses ténors. L'homme a mûri, ils nous font le coup de l'homme du changement, de l'homme de la maturité, s'est réchauffé le cœur au soleil catalan. C'est incroyable. Tout le lexique est un lexique visionnaire, c'est-à-dire un lexique prophétique de visionnaire. Il a vu les problèmes du communautarisme islamique des années avant, et un registre christique. CNews et Ouest France ont mis résurrection dans leur titre d'article. Femme actuelle parle de renaissance. C'est incroyable à tel point on nous prend pour des cons. Ça a été pensé par des communicants. J'ai encore un truc là. Manuel Valls est de ceux qui savent que la politique peut brûler. Mais quand l'échec s'ajoute à la crise sentimentale et familiale, il a trompé sa femme, il s'est fait foutre dehors. Enfin, c'est aussi simple que ça. L'homme le plus solide risque le naufrage. L'homme le plus solide, oh là là. L'emblème d'une génération qui s'est brûlé les ailes. C'est un vrai titre. Mais c'est l'emblème de quelle génération? De qui? De la mienne?
Va te faire foutre. Son concept. Et alors, ils sont en train de te dire qu'il a créé un concept, Manuel Valls, qui est celui de tenaille identitaire, qu'il illustre en mettant Assa Traoré et Éric Zemmour sur le même plan. Allez tous vous faire enculer, comme disait son principal opposant politique à l'époque, Monsieur Mbala Mbala. Je ne sais pas si les gens gobent, puisqu'il n'y a jamais un auditeur pour lui poser une question, il n'y a jamais un contre-discours, je ne comprends pas, essayez de m'expliquer dans le chat, quel est l'intérêt factuel des médias d'aller nous vendre Manuel égale Jesus, quoi. D'aller nous vendre un Manuel Valls visionnaire. Est-ce qu'en 2017, Manuel Valls a été un bouc émissaire girardien? Non. Non. Parce que la totalité du peuple ne s'est pas focalisée sur Manuel Valls. Et deux, que je rappelle qu'une des principales caractéristiques du bouc émissaire de Girard, c'est que c'est une victime qui se caractérise par son innocence. Le bouc émissaire est innocent de la majorité de ce dont les gens lui reprochent. C'est pour ça que j'ai aussi du mal à faire de Macron un bouc émissaire. Valls, non, on est innocent de pas... Il n'y a pas grand-chose qu'on a reproché à Manuel Valls dont il fut innocent. Louis XVI était probablement innocent de la majorité des choses dont on l'a condamné. On peut le voir comme un bouc émissaire girardien. Difficilement Manuel Valls. Ah, attendez, alors, il faut que je vous montre aussi, le non utilisé de la semaine, je pense que c'est ça, une vidéo que j'aurais énormément aimé utiliser dans un épisode de Je suis pas content, mais je savais pas quoi dire. J'avais absolument rien. Je savais pas quoi en foutre de cette vidéo. Il y a un mec, il a été un peu systémique à Paimpol, et l'élu local, elle a pas aimé, elle lui a fait une hop. J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler? Vous franchement, monsieur Martin, vous me parlez pas comme ça. Ah bon, alors là, je te parle comme je veux, ma cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire. Ah, pardon? Vous m'appelez encore une fois maîtresse, vous sortez. Vraiment, vous sortez. Je suis la maire, je mérite le respect. De me couper la parole. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Donc, soit c'est madame la maire, soit vous sortez du conseil municipal. C'était le reboot de Commence par me parler poliment. Moins testostéroné. Mais... Ouais, maîtresse, ça passe. C'est bizarre qu'en fait, elle a pas tilté sur le mec, il l'appelle maîtresse, c'est pas dramatique. Par contre, ma cocotte, alors ça, elle tilte pas. Ma cocotte. Mais ouais, en fait, c'est vraiment, il a fait cuisine, elle lui a fait Commence par me parler poliment. Il y a eu un truc qui s'est passé. Sur le passage de Solveig Alloin à TPMP, penses-tu que les présentateurs médias invitent volontairement les pires défenseurs des bonnes causes pour les décrédibiliser? Des bonnes causes, des mauvaises causes, des causes, en règle générale. Prenons un contre-exemple, par exemple, le mariage pour tous. Les réacs qui ont manifesté contre le mariage pour tous. Bon, quoi qu'on pense du sujet, il y avait quand même des gens qui étaient relativement compétents pour développer un arsenal intellectuel en opposition à l'extension du mariage aux couples homosexuels. Qui on a médiatisé et mis en avant? Frigide Barjot. Je ne pense pas que Frigide Barjot soit la personne dans les milieux conservateurs réactionnaires la plus compétente pour parler de civilisation et de politique. Voilà. Et pourtant, c'est elle qui a été invitée. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas fondamentalement médiatisé non plus les plus compétents. Je ne suis pas sûr que Fly Rider, par exemple, était le plus compétent pour aller parler du mouvement des Gilets jaunes chez Cyril Hanouna. Je pense qu'un Étienne Chouard aurait été plus compétent. Donc non, il y a une vraie volonté médiatique d'entretenir le spectacle, et le spectacle s'entretient davantage avec des personnalités clashables et clashées qu'avec des gens qui sont argumentairement, intellectuellement capables de mettre en avant des idées et de se défendre. Salut Greg, j'ai découpé ta chaîne. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a moins d'un mois, et c'est important d'avoir un point de vue. J'ai découvert, probablement. Toi, tu as le T9, le correcteur automatique le plus chelou de l'histoire. Parce que je pense que tu voulais dire, j'ai découvert ta chaîne, il t'a transformé découvert en découpé. Je sais pas ce que tu regardes sur Internet pour avoir ces suggestions-là. Vous savez que j'ai appris, et je vais conclure sur ça, j'ai appris que System of a Down était revenu. Mais vu qu'on les attend depuis 2005, moi je ne savais pas que System of a Down était revenu à cause du conflit en Arménie. Et qui s'était reformé temporairement juste pour faire des chansons pour défendre l'Arménie. Vous le saviez, vous?
Est-ce que vous avez vu le ratio de dislikes sur la chanson, la chanson phare qu'ils ont fait? J'ai adoré voir les commentaires des gauchistes en PLS. Ils se prennent 15% de dislikes sur leur chanson Protect the Land, parce que les gauchistes... Quoi? Comment ça, dans le clip, ils font l'apologie de l'armée arménienne, on voit des mecs embrasser des croix, mais c'est systémique avant d'aller mourir. Comment ça, ils disent qu'il faut aller défoncer des Turcs? Mais c'est pas bien. Mais ils sont pour le progrès, normalement, ils sont de gauche. C'est l'école Bono. Ah bah ouais, mais quand la maison mère est attaquée, les copains, au bout d'un moment, ils sortent leurs couilles. Ouais, bah ouais. Et là, c'est quoi? J'ai adoré voir ça. Ça m'a fait mourir de rire. Évidemment, Protect the Land. Les mecs, ils ont pas compris. Tout le clip, tu vois des militaires, des Arméniens déter, avec des mitraillettes qui embrassent des croix avec des pops qui les bénissent avant d'aller balancer les grenades. T'es là, tu fais quoi? Ils ont pas compris. Merci d'avoir été là. Je l'espère à ce soir, quoi qu'il arrive tout à l'heure. À tout à l'heure avec le replay de ce live. C'est un test pour la matinale, voir si j'arrive à monter le jour même. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac J, à vous les studios. Et à tout à l'heure. Donc...